Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, pour faire changement de mes dernières mises en ligne portant sur la maladie mentale, c'est plutôt d'un drame familial épouvantable dont je viens vous parler. Il pourrait même s'agir de l'un des pires cas d'enfants battus dans l'histoire moderne du Québec. Une histoire de mauvais traitement digne d'Aurore Gagnon, plus souvent nommée Aurore l'enfant martyr, mais aussi de celle, plus récente, que j'ai d'ailleurs traitée dans ce podcast, de la petite fille de Grimby. Encore une fois, il va s'agir ici d'un enfant battu à mort. L'histoire épouvantable d'un cas de maltraitance évident qui a horrifié le Québec en entier. J'espère que vous ne serez pas trop révoltés par ce récit. Mon nom est Nini la Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Stéphanie Meunier. 911. Oui, excuse-moi, OK, j'ai un enfant qui est tombé au parc hier, qui est pas mal blessé, OK? OK, excuse, parce que là, il vient de tomber encore sans connaissance. Ça fait 3 fois depuis hier, il est bien magané. Là, il est en train de, j'appelle du fil respiration artificielle, tout, mais il revient pas à lui. Il vient de se cogner la tête d'aplomb. Souvent, les communicateurs qui ont ensemble, parce que son cœur est faible. Stéphanie Meunier, 29 ans, que vous venez d'entendre, et Francis Bastien, son conjoint de 26 ans, se sont rencontrés sur un site de rencontre et se fréquentaient depuis seulement 7 mois lorsqu'ils ont décidé d'aménager ensemble. Soit un mois seulement avant cet appel qui venait d'être passé au 911. Stéphanie est une mère de 4 enfants, âgés de 2 à 10 ans, tandis que son conjoint est avec son fils Jérémy, âgé de 4 ans. Pour subvenir aux besoins de cette nouvelle grande famille recomposée, Francis travaillait à temps plein dans une entreprise de plancher, pendant que Stéphanie s'occupait maintenant des enfants à la maison. Il revenait ensuite chez lui vers 19 ou 20 heures, et il était assez fréquent que son fils Jérémy soit encore debout à 7 heures lorsqu'il arrivait. Un peu avant sa rencontre avec Stéphanie, sa voiture l'avait malheureusement lâché, et faute d'argent pour la faire réparer, il a longtemps dû se lever à 5 heures du matin pour prendre le bus pour se rendre à son emploi à la Chine. Un parcours de plus de 35 km quand même. Voyons aussi, par le fait même, un bout d'histoire de Julie Perron, la maman biologique du jeune Jérémy, parce que, malheureusement, c'est bien de cet enfant dont il sera question ici dans cette histoire. Il faut savoir que c'est à l'âge de seulement 17 ans qu'elle a donné naissance à Jérémy, son premier enfant. Le couple qu'elle formait alors avec Francis Bastien s'est malheureusement brisé avant son accouchement. Elle va élever pratiquement seule Jérémy, mis à part quelques week-ends ici et là où le père aura sa garde. La situation restera ainsi jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 2 ans et demi. Ensuite, en 2006, Julie va avoir un second enfant avec un autre homme. Épuisée et au bord de la dépression, elle avait alors consenti à ce que son ex ait la garde complète du petit Jérémy, mais en se gardant quand même le droit de voir son garçon chaque fois qu'elle le souhaitait. Elle dira que cette entente entre eux allait super bien. Enfin, jusqu'à ce que Francis, son ex, fasse la rencontre de cette Stéphanie Meunier. Voilà pour l'instant. On en apprendra ensuite un peu plus sur eux lors du procès. Maintenant, place à l'horreur. Le soir du 6 décembre 2008, aux alentours de 18 h, et comme on l'a entendu tantôt, Stéphanie va passer un appel au 911 parce que le petit Jérémy n'allait pas bien du tout. On se souvient qu'elle avait expliqué à la standardiste d'un ton paniqué. « Ouais, excuse-moi, j'ai un enfant qui est tombé au parc hier. Il est pas mal blessé. Il vient de tomber sans connaissance. Ça fait la 3e fois depuis hier. Il est bien magané. J'essaie de lui faire la respiration artificielle. Il revient pas à lui. Il s'est cogné à la tête d'aplomb. Son cœur est faible. » Des ambulanciers arriveront rapidement sur les lieux du 12 035 rue Armand-Bombardier
appartement 10, dans le secteur Rivière-des-Prairies. Première constatation. L'enfant gît par terre, dans un étroit corridor, inconscient et en arrêt cardio-respiratoire. Mais pas seulement. Jérémy avait également des blessures à la tête, mais aussi à plusieurs autres endroits sur le corps. Que faisait Stéphanie, sa belle-mère, pendant que les ambulanciers s'occupaient de l'enfant de son copain? Eh bien, elle papotait au téléphone en répétant non-stop « je capote », pendant que 3 autres enfants se trouvant aussi dans l'appartement avec elle pleuraient et criaient. Sûrement 3 de ses enfants à elle. Ce sera lorsqu'un des ambulanciers, le plus expérimenté des 2 en fait, découpera le pyjama de l'enfant dans le but de lui prodiguer les premiers soins, qu'il aura un déclic. Il en avait vu d'autres, disons. Il va alors blêmir et demandera immédiatement à son collègue de contacter la police. Il venait de constater que le thorax, le ventre et les parties génitales de l'enfant étaient couverts d'échymoses, mais aussi de genres de marques horizontales qui auraient pu être faites à l'aide d'une ceinture et qui traversaient tout le torse du garçon. Tout en faisant cet affreux constat, il entendait encore et toujours la belle-mère en arrière-plan dire « Je capote ». Avec plus de 20 ans de service derrière la cravate, cet ambulancier dira plus tard au jury qu'il était clair pour lui que ces rayures sur le corps du garçon ne correspondaient pas du tout à une chute. Il leur dira également n'avoir jamais vu autant de blessures sur un enfant de toute sa vie. Enfin, les ambulanciers tenteront évidemment de réanimer Jérémy, mais en vain. Son décès sera constaté à son arrivée à l'hôpital et aurait apparemment été causé par un coup à la tête qui aurait ensuite provoqué une hémorragie. Nous verrons ça plus loin à la suite de l'autopsie qui sera rapidement pratiquée sur le corps de l'enfant. Les policiers qui venaient d'être eux aussi appelés sur les lieux vont maintenant amener Stéphanie et ses enfants au poste de police. Ils avaient évidemment besoin d'éclaircir cette histoire. Une fois réunis tous ensemble dans une salle du poste, la mère lèvera, sans doute à la demande des policiers, le chandail de chacun de ses enfants pour leur montrer leur ventre afin de prouver qu'ils n'ont pas été battus. Comme aucun d'eux n'avait de marque comme celle qui venait d'être découverte sur le petit Jérémy, les policiers n'ont pas eu d'autre choix que de les laisser partir. Cependant, les enquêteurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils vont continuer d'enquêter sur ce cas dans le but évident de ramasser des preuves contre cette femme. Lors de son appel au 911, elle avait quand même prétendu que l'enfant s'était blessé dans un parc, alors que l'autopsie qui fut pratiquée rapidement par la suite laissait plutôt croire que l'enfant serait mort de sévices corporels. Je vous en reparle plus loin. De plus, à ce propos et pour info, la pathologiste qui a pratiqué l'autopsie du jeune garçon va mentionner, lors de l'enquête préliminaire, qu'elle avait eu beaucoup de mal à terminer son témoignage à cause des sévices que cet enfant a dû subir dans les mois précédant sa mort. Elle fera frémir les gens du jury lorsqu'elle décrira l'ampleur des blessures du jeune garçon. Pour être totalement honnête avec vous, aucune partie de son corps n'avait été épargnée. My God, je trouve ça tellement effrayant. Dans cette affaire d'une tristesse sans nom, la liste des sévices que cet enfant a dû subir était, paraît-il, insupportable. Je vous en parle maintenant, car le sujet s'y prête, mais lors du procès, il est important de noter que la juge va interdire le dépôt en preuve des photos du corps meurtri de Jérémy. Il était quand même couvert de blessures de la tête aux pieds, y compris aux parties génitales. Du coup, elle va refuser que quiconque les regarde. Bref, comme on peut s'en douter, Jérémy Bastien Perron n'avait pas vraiment été victime d'une simple chute. Aux yeux de cette spécialiste qui a fait l'autopsie de son corps, il était clair et net pour elle que l'enfant n'était pas juste tombé comme ça au parc la veille de sa mort. En réalité, et comme on le sait maintenant, le corps du petit était plutôt couvert de lésions, à l'avant comme à l'arrière, et qu'il était aussi clair et net qu'il ne s'était certainement pas simplement affaissé au sol. En fait, et encore pour info,
Elle était loin d'être la seule à rocher avec le fait que Jérémie n'avait pas simplement chuté. Un des sergents s'étant occupé de son cas, ainsi que l'urgentologue qui avait reçu la jeune victime à son arrivée à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, décriront l'arrivée de Jérémie comme étant dramatique et traumatisante pour tout le monde. Cette médecin avait quand même 25 ans d'expérience à son actif. Elle ajoutera aussi que, malgré cette expérience qu'elle n'avait jamais vu un patient avec autant de bleu sur le corps, mis à part les personnes ayant des problèmes de coagulation. Ouf! Il sera également mentionné que des infirmiers avaient eu des hauts le cœur en voyant l'état du garçon qui arrivait aux urgences et même que certains d'entre eux, qui en avaient pourtant vu d'autres, s'étaient mis à pleurer. Et c'est sans parler des ambulanciers présents au moment de l'intervention qui ont tous été très ébranlés par cet appel d'urgence. Les professionnels de la santé concluront à une mort violente non accidentelle. L'enfant était en arrêt cardio-respiratoire à son arrivée à l'hôpital à 18h45 et n'ont malheureusement pas pu le réanimer. Stéphanie Meunier sera donc mise en état d'arrestation par les enquêteurs des crimes majeurs du service de police de la ville de Montréal 2 semaines après, alors qu'elle vivait maintenant au domicile de sa mère depuis le drame. Ce sera au palais de justice de Montréal et en larmes qu'elle sera formellement accusée du meurtre non prémédité de Jérémie Bastien-Perron, 4 ans, soit l'enfant de son conjoint, qu'elle aurait battu à mort. Cependant, ces chefs d'accusation changeront lors de l'enquête préliminaire, car la défense demandait que l'accusé soit cité pour homicide involontaire, mais la couronne réussira à convaincre la juge de plutôt accuser cette femme de meurtre prémédité. L'enquête des policiers n'aura duré que 2 semaines et il leur aura permis d'avoir en main suffisamment de preuves et de témoignages pour soutenir que cette femme, la nouvelle conjointe du père biologique de ce jeune garçon qui venait de décéder d'un arrêt cardio-respiratoire, était responsable de la mort du petit. Comme la juge a refusé de lui accorder la liberté sous caution, c'est derrière les barreaux que cette femme devra maintenant attendre l'ouverture de son procès, qui devrait avoir lieu 2 ans plus tard. Encore une fois, dans toute cette macabre histoire, il ne faut pas oublier la maman biologique. Je peux donc encore une fois vous en parler brièvement. Maintenant en deuil de son enfant, elle assistera à l'enquête préliminaire. Cependant, cette enquête dont elle assistait se révélera très difficile pour elle, car des choses très dures y seront révélées. Elle racontera même plus tard avoir réussi à passer au travers cette dure épreuve en s'étant construit une carapace. Tant mieux. Elle s'est bien sûr réjouie de la décision de la juge de plutôt accuser cette femme de meurtre prémédité au lieu d'homicide involontaire. Elle dira à ce sujet, et je la cite, « Jérémie va pouvoir reposer en paix. Quand tout ça va être fini, il va reposer en paix. » Elle décrira ensuite son défunt fils comme un rayon de soleil, un bambin très enjoué et attachant. Cette maman va tout de même avoir des regrets et vous allez vite comprendre pourquoi. D'ailleurs, c'est surtout ici qu'on va se rendre compte que cette histoire a quand même de grandes similarités avec celle de la petite fille de Granby, car quelques semaines après le déménagement du couple Meunier-Bastien, Julie Perron aura de moins en moins de nouvelles du papa de Jérémie au sujet de son enfant. Elle n'aurait vu son fils pour la dernière fois qu'à la fin du mois d'août 2008, soit 5 mois après le déménagement du nouveau couple. À ce moment-là, Jérémie ne portait pas de marque de violence. Elle a bien sûr tenté à plusieurs reprises de voir son enfant, mais son ex-conjoint ne la rappelait jamais. C'est à ce moment-là qu'elle va décider de se rendre directement à leur appartement. Lorsqu'elle arrivera chez le nouveau couple, vers la fin du mois d'octobre, Meunier lui claquera la porte au nez. Complètement prise de court, Julie va commencer à penser intenter des recours dans le but d'obtenir la garde complète de Jérémie, mais malheureusement, elle dira, et je la cite, « Je pense que j'ai trop attendu pour arriver au résultat que l'on connaît. Maudit que ça doit être frustrant. » Mais où se trouvait le papa de Jérémie pendant que son fils se faisait battre et se mourait?
En fait, il a dû s'absenter pour une durée de 2 semaines afin d'être cobaye dans un laboratoire médical du quartier Côte-des-Neiges à Montréal pour se soumettre à différents tests pharmaceutiques. Sous toute réserve, je crois qu'il devait dormir sur place s'il voulait être rémunéré. Le drame est donc arrivé alors qu'il se trouvait là-bas depuis 1 semaine. Il avait, encore une fois, confié la garde de son fils à sa nouvelle conjointe. Malgré qu'ils étaient maintenant éloignés l'un de l'autre par la distance, ils restaient toutefois en contact. On connaît ce fait car les enquêteurs trouveront pas moins de 70 appels téléphoniques entre eux du 30 novembre au 6 décembre 2008. Donc, pendant la première semaine des tests pharmaceutiques du père. En vrai, elle l'appelait chaque fois pour se plaindre de Jérémie. À l'écouter, cet enfant ne faisait apparemment jamais rien de bon. Ce qui aurait bien sûr dû faire peur au papa, car depuis maintenant 7 jours, cette femme avait à présent la garde exclusive de son garçon pour 2 semaines. 2 années passeront ensuite avant qu'un rebondissement de taille n'arrive dans cette triste histoire. Alors que Stéphanie Meunier doit bientôt être jugée pour le meurtre du fils de son conjoint, le papa du petit Jérémie, Francis Bastien, se retrouvait maintenant, lui aussi, au banc des accusés. Pourquoi ce revirement 2 ans après les faits? Eh bien, lorsque sa conjointe a été arrêtée à la suite de la mort de son fils, Francis Bastien a bien sûr lui aussi été interrogé par les enquêteurs. Ces derniers voulaient savoir s'il avait également levé la main sur Jérémie, mais Bastien a longtemps nié l'avoir fait. Ce sera plutôt lors de l'enquête préliminaire, 2 ans après, qu'il va enfin admettre lui avoir donné des coups de ceinture et des coups de cuillère de bois pour le corriger. Mais ce n'est pas tout. Il l'aurait aussi mordu 1 fois et il l'aurait aussi forcé à s'habiller en fille pour lui donner une leçon. Pauvre enfant. Il y aurait aussi eu la fois où Jérémie, alors âgé de seulement 2 ans, lui aurait craché au visage après qu'il lui avait demandé de ramasser ses jouets. Francis Bastien l'aurait alors giflé. Mais il y avait aussi la fois où, à 4 ans, son père le faisait mettre à genoux, les bras en croix, avec des boîtes de conserve de tomates dans chaque main, pour soi-disant l'endurcir. Il finira son blabla en avouant lui avoir aussi donné 1 ou 2 tapes sur les fesses dans le passé. Mais revenons un peu en arrière, soit dans les premières semaines du décès de Jérémie. Dans les semaines qui ont suivi la mort de son fils, Francis Bastien va faire 2 tentatives de suicide. Cependant, il dira un peu plus tard que maintenant, il avait un traitement pour maîtriser son anxiété. Sans doute un genre de calmant, mais aussi à ce qu'il se sente plus à l'aise en cours. Il va de plus insister sur ce point, car cette nouvelle médication, il la prenait aussi dans le but de dire toute la vérité lors de son témoignage, en mémoire de son fils. Je crois que ça l'aidait surtout à se concentrer. Au décès de son enfant, il avait reçu une indemnité d'environ 5 000 $ à titre de victime d'un acte criminel. Qu'a-t-il fait avec ce montant d'argent? Eh bien, il s'est acheté beaucoup de crack. Mais pas que. Ce montant d'argent lui aura aussi permis de payer une partie des frais funéraires de Jérémie. C'est au moins ça. Comme il avait longtemps menti aux enquêteurs à propos du fait qu'il aurait pu lui aussi battre son fils, l'avocate de la défense lui demandera s'il n'avait pas plutôt menti à ce moment-là pour ne pas avoir à rendre l'indemnité de 5 000 $ qu'il avait reçue, ou bien peut-être par crainte d'être lui aussi accusé. Cet homme, qui s'était présenté devant elle en portant un chandail coton ouaté marqué FBI, lui répondra qu'il souffrait beaucoup trop à cette époque pour se souvenir de tout ça. Bastien sera donc lui aussi accusé d'homicide involontaire sur la personne de son fils, à qui il n'aurait pas fourni les choses nécessaires à son existence entre le 1er et le 6 décembre 2008. Mais pas seulement. Il sera également accusé de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, de voies de fait armées et de voies de fait ayant causé des lésions. Les 3 dernières accusations concernent plutôt la période comprise entre le 10 juin 2008 et le 30 novembre 2008, soit un peu moins de 6 mois avant le décès du petit. Bref, un maudit bon gars.
Bien évidemment, il s'agira de 2 procès séparés. Celui du père de l'enfant sera plus tard, après celui de son ex-conjointe. Le procès qui commencera bientôt devrait durer 5 ou 6 semaines. La juge avertira les 284 candidats. La juge avertira les 280... Non. La juge avertira les 284 candidats jurés qui avaient été convoqués au Palais de justice de Montréal que ce procès en particulier allait être très difficile. Pour juger cette femme, les jurés qui seront retenus devront être en bonne santé mentalement et physiquement, être neutres, indépendants et surtout impartiaux. D'ailleurs, 168 des 284 personnes à avoir été convoquées seront exemptées. Quand même. Les raisons différaient d'une personne à l'autre, mais la question d'impartialité est tout de même revenue plusieurs fois lors de la sélection finale de ce jury. Certains ont invoqué un travail trop prenant, un voyage, un cancer et même la peur extrême des cadavres. Ce seront finalement 5 femmes et 7 hommes qui seront choisis. Une fois cette étape passée, la juge leur donnera ses directives. Pendant ce temps, assise dans le box des accusés, Stéphanie Meunier sanglotait en silence. Lorsque ce procès commencera enfin, la couronne fera entendre une trentaine de témoins, dont un odontologiste. Ce spécialiste en dents viendra démontrer, sans aucun doute possible, que la dentition de l'accusé correspondait en tout point aux morsures trouvées sur le corps de Jérémy au moment de l'autopsie. Voyons tout ça ensemble. La première personne à se présenter à la barre sera Normand Aubin, cet ambulancier d'expérience qui n'avait jamais vu un corps d'enfant aussi meurtri que celui de Jérémy. Viendra ensuite le témoignage du papa de l'enfant lors de la 2e journée de ce procès. Il aura beaucoup de difficultés à le faire, mais ce sera tout de même avec une voix à peine audible qu'il le fera. Il avait énormément de problèmes à bien saisir les questions, pourtant simples, du procureur de la Couronne, et ses réponses étaient souvent lentes à arriver. Probablement à cause du stress, car il a même hésité à propos de l'année de la mort de son enfant, survenue 2 ans plus tôt. À cause de cette lenteur à répondre à ces questions, le procureur de la Couronne va sentir le besoin de lui faire décrire son parcours scolaire et lui faire parler de son enfance. Mais peut-être aussi dans le but de mieux saisir le personnage. C'est à ce moment-là qu'on apprendra que ce jeune papa avait été intégré dans une classe pour enfants en difficulté d'apprentissage, et ce, dès le début de son primaire. Mais aussi que c'est à l'âge de seulement 17 ans qu'il décidera de lâcher l'école. Il n'était alors qu'en secondaire 1. Si je ne me trompe pas, ça correspondrait à la 6e année du collège en Europe. Malheureusement, sa vie personnelle était, elle aussi, plutôt compliquée et parsemée d'embûches. Francis Bastien a été battu à coups de ceinture par son père une bonne partie de son enfance, avant que ce dernier et sa maman ne meurent dans un accident alors qu'il n'avait que 12 ans. Il se mettra ensuite à consommer des drogues dures, rencontrera la mère de Jérémy et se séparera avant la naissance de ce dernier. Cet homme était, il faut bien l'avouer, démuni intellectuellement. Ensuite, plus tard, pendant son témoignage, il jurera qu'avant d'emménager avec cette femme et ses 4 enfants, il n'avait pratiquement jamais levé la main sur son fils et il se rappellera d'au moins 3 événements où ce serait arrivé. Il s'agit de la brève description des sévices dont je vous ai parlé tantôt. Il dira aussi qu'avec du recul, il estimait aujourd'hui s'être carrément fait manipuler par l'accusé. Ce serait elle qui l'aurait incité à punir son garçon et à le corriger. Franchement. Il viendra bien sûr parler de sa rencontre avec Stéphanie. Il racontera donc au juré qu'il avait fait sa connaissance sur un site de rencontre et qu'elle s'était même décrite comme une femme qui aimait beaucoup les enfants, en plus de lui préciser qu'elle était mère de 4 bambins. Il va dire qu'il aimait Stéphanie, mais qu'elle n'aimait pas Jérémy. Dans le fond, tout ce qu'il souhaitait, c'était d'avoir une famille normale et avec cette femme, il y croyait.
vu qu'elle était plus âgée que lui et qu'elle avait 4 enfants. Il avouera s'être fié sur elle. Grave erreur. 7 mois plus tard, ils emménageaient ensemble à Rivière-des-Prairies. À cette époque, Francis travaillait toujours à temps plein à l'entreprise de plancher, pendant que Stéphanie s'occupait de la marmaille. Et on connaît malheureusement la suite. C'est probablement à cette période-là qu'une cloche aurait dû sonner à ses oreilles, car il racontera que presque chaque soir, lorsqu'il rentrait du travail, Stéphanie se plaignait systématiquement de Jérémie pour des choses souvent insignifiantes, comme par exemple avoir pris trop de temps à terminer son assiette. Ben voyons. Dans les jours qui suivront, le jury entendra aussi le témoignage de certains voisins du couple. En gros, ils viendront dire que chaque jour, ils entendaient des cris et des claquements provenant de l'appartement du couple Meunier-Bastien. Selon la voisine qui vivait au-dessus de celui de cette famille recomposée, ces cris étaient clairement ceux d'une femme et d'un enfant. Le jour fatidique ne fut pas différent. Madame Mercier aurait encore entendu des cris, mais cette fois elle dira qu'elle détectait beaucoup plus de colère que d'habitude dans la voix de Stéphanie et que, contrairement aux autres jours, il s'agissait d'une grosse chicane. Son mari, quant à lui, aurait plutôt entendu une porte claquer dans l'appartement du dessous vers 18 heures, en précisant que c'était suffisamment fort pour que tout l'immeuble l'entende. Aucun des voisins n'a malheureusement pensé composer le service des urgences ce soir-là, ni même pensé faire un signalement à la DPJ. Ils préciseront toutefois ne jamais se mêler des affaires des autres, en ajoutant même qu'ils ne savaient pas que leur voisin avait 5 enfants. Les jurés auront une petite pause au 3e jour de ce procès, car la Cour avait été mise au fait qu'il y avait une couverture médiatique importante justement à propos de cette histoire. La juge va donc demander aux jurés de ne consulter aucune source d'information traitant de cette affaire dans les médias jusqu'à la fin du procès. Elle ira même jusqu'à leur dire que, s'ils ne respectaient pas cette interdiction formelle, ils s'exposaient à des pénalités. Cette juge de la Cour supérieure les préviendra aussi qu'en cas de non-respect de son ordonnance, elle n'hésiterait pas à les séquestrer jusqu'à la fin du procès. Il est maintenant temps d'entendre le témoignage de l'accusé, qui viendra sans aucun doute essayer d'adoucir la vérité à propos de son implication dans ce drame. Et en effet, elle commencera son blabla en disant n'avoir jamais battu le petit Jérémie et dira aussi ne pas savoir pourquoi du sang avait été retrouvé dans différentes pièces de l'appartement. Elle avait pourtant remarqué que Jérémie avait des marques un peu partout sur le corps, mais pas qu'il lui manquait des ongles aux 2 mains. Sans confirmer sa pensée, elle insinuera tout de même que l'enfant aurait pu être blessé par le papa. Elle avait en fait plusieurs options en tête, car ça aurait aussi pu être, toujours d'après elle, les 2 chutes survenues au parc la veille, ou bien encore son enfant de 5 ans qui aimait apparemment jouer à Batman et à Spider-Man en se lançant sur les gens du haut de son lit superposé. Elle n'assumait donc aucunement ses gestes. Elle admettra tout de même l'avoir mordu à 2 reprises, soit à un bras et à un mollet, pour lui montrer qu'il ne faut pas mordre. N'importe quoi. Ensuite, son passé sera elle aussi exploré. On y apprendra qu'elle avait eu, comme son ex, une enfance difficile, marquée par les agressions et la dépression, mais se décrira tout de même plus tard comme étant une bonne mère. Elle aurait été battue par son frère une bonne partie de sa jeunesse et aurait aussi subi le dénigrement de sa mère. C'est après avoir quitté le domicile familial qu'elle aurait ensuite fait plusieurs mauvais choix, surtout du côté des hommes qu'elle rencontrait, car il s'agissait la plupart du temps d'hommes violents. Ces mauvaises rencontres amèneront aussi Stéphanie à tomber dans la drogue. Lorsqu'elle a connu Francis sur le site de rencontre Réseau Contact, elle vivait toujours avec son conjoint des 10 dernières années, soit le père de ses 4 enfants. Comme cet homme était violent, elle s'est mise à voir Francis en cachette, mais cette situation ne s'éternisera pas, car elle va se louer un appartement et quitter son ex le 1er novembre 2008. Elle va déménager et s'y installer avec ses enfants. Francis viendra les rejoindre quelque temps plus tard avec Jérémie. Selon elle,
Cette relation qui commençait entre eux allait comme ci comme ça. Ils apprenaient à se connaître. Quelques jours avant le départ de son conjoint pour son séjour à l'étude clinique, il aurait, selon Stéphanie, donné une grosse tape sur les fesses de son garçon. Elle remarquera que son conjoint avait le visage très agressif à ce moment-là et va lui suggérer d'aller prendre l'air. Elle serait ensuite allée voir Jérémie dans sa chambre pour lui parler et va constater qu'il avait les fesses rouges et qu'il saignait de la tête. Le petit lui aurait expliqué que son père l'avait mis à genoux, mais qu'il avait résisté. Alors, fou de rage, son père l'aurait poussé et c'est là que Jérémie se serait cogné la tête sur une chaise de métal en tombant. Il aurait bien eu besoin de points de suture, mais son père n'a pas voulu l'amener à l'hôpital. What the fuck? Cette même journée-là, lorsque Francis est parti pour son étude clinique et que Stéphanie est restée à l'appartement pour s'occuper des enfants, Jérémie est plutôt resté couché. En vérité, il serait resté couché une bonne partie de la journée. Elle dira avoir appelé Francis plusieurs fois durant cette première semaine à la clinique où il se trouvait pour lui dire de revenir s'occuper de son fils qui avait vraiment besoin d'aller à l'hôpital pour des soins. Mais son conjoint l'aurait plutôt menacé de tout lui coller sur le dos si elle ne le lâchait pas avec cette histoire. Ensuite de ça, elle finira enfin par raconter les dernières heures qu'avait passées Jérémie avant de mourir. Elle soutient toujours être allée au parc avec les kids la veille du drame. Ce serait un peu après leur arrivée que l'enfant de son conjoint serait tombé à la renverse dans un jouet appelé la toile d'araignée. Elle serait allée le libérer, mais il serait tombé une seconde fois dans un autre jeu. Selon elle, Jérémie serait tout de même retourné jouer après cette deuxième chute. Le lendemain, soit la journée fatidique, Stéphanie dit avoir préparé une belle journée cinéma à la maison avec les enfants. Elle leur a préparé des petits gâteaux et les a même laissés les décorer eux-mêmes. Quelle gentillesse! Mais Jérémie aurait reçu un peu de crémage sur les mains durant cette activité. Elle lui aurait alors demandé d'aller les laver à la salle de bain. Peu après, elle aurait entendu un gros boum, un son tellement fort qu'elle avait alors pensé qu'une télé était tombée par terre. Elle se serait précipitée vers la salle de toilette et y aurait vu le petit par terre, à plat ventre dans le corridor. Son visage était de côté, sa respiration très faible et il semblait inconscient. C'est là qu'elle a appelé le 911. Mais pas de chance pour cette femme et son histoire, car selon la preuve de la couronne, la majorité des coups que cet enfant a reçus auraient été portés dans la semaine précédant sa mort, alors que le coup mortel avait plutôt été porté quelques heures avant. Elle ne pouvait maintenant plus mettre la faute sur qui que ce soit. Je vous ai déjà glissé un mot ou deux à propos de l'autopsie qui fut pratiquée sur le corps de Jérémie, mais voici ce que vous ne saviez pas encore. L'autopsie. Jérémie Bastien Perron est bel et bien décédé. Il ne parlera plus. Cependant, son corps couvert de marques et de blessures parlera maintenant pour lui. En effet, car ce petit corps était couvert d'une multitude de bleus et de marques, et rien que sur son thorax, la médecin légiste va lui dénombrer 18 blessures et au moins 24 coups de ceinture. Pauvre garçon. Cette pathologiste observera aussi sur le corps de Jérémie qu'il avait des déchirements aux muscles des fesses et qui s'apparenteraient, d'après elle, à des coups de batte de baseball donnés sur le postérieur du gamin. D'ailleurs, elle ne comprenait pas du tout comment cet enfant avait pu réussir à marcher dans cet état et donc, par le fait même, avoir été capable de se rendre au parc comme sa belle-mère le prétendait. Il s'agit bel et bien d'une histoire de maltraitance. On ne peut pas se tromper. Le petit Jérémie a subi de la flagellation et des morsures. Il avait aussi plusieurs ongles manquants et a reçu son lot de coups également, dont celui qui lui a été fatal alors qu'il était gardé par sa belle-mère. L'enfant est décédé 5 semaines plus tard d'un coup à la tête, après avoir été battu à répétition pendant des jours, voire des semaines, selon la théorie de la couronne. Il est donc officiellement mort d'une hémorragie cérébrale consécutive à ce dernier coup fatal reçu à la tête, porté moins de 2 heures avant son décès.
l'avocat de la couronne va reconnaître que Francis Bastien s'était, lui aussi, conduit comme une merde avec son fils. On n'a pas oublié qu'il le frappait, l'habillait en fille et l'envoyait dehors comme ça parce qu'il le trouvait trop efféminé et que lorsque Jérémie a eu 4 ans, son père le mettait à genoux avec les bras en croix, avec des boîtes de conserve dans chaque main, soi-disant pour l'endurcir. La liste des sévices que cet enfant a dû subir dans sa courte vie était tout simplement atroce. Cependant, presque toutes les blessures qui ont été vues sur le corps du petit lors de l'autopsie lui avaient été faites moins de 24 heures avant sa mort. Le pauvre petit Jérémie s'était quand même fait imposer 5 étrangers qui débarquaient chez lui comme ça, sans qu'il n'ait eu son mot à dire. Dans les jours qui ont précédé son décès, il avait pu parler au téléphone avec son père, qui était toujours à son essai clinique. Il lui aurait dit « Je m'ennuie de toi, papa ». C'est dire à quel point ça devait être devenu invivable pour lui à l'appartement. Oui, il s'agissait de son père, mais il s'agissait aussi quand même de s'ennuyer d'une personne qui le battait. Ce pauvre enfant ne pouvait ni fuir, ni appeler la DPJ, en plus qu'il ignorait complètement où se trouvait sa vraie maman et ne pouvait pas non plus savoir qu'elle essayait en vain de le voir. Que c'est triste. Un peu plus tôt, lors de ce procès, le sergent Leblond de la police de Montréal était venu témoigner pour dire que le corps de l'enfant était de toutes les couleurs, sauf la couleur peau, tellement il était recouvert d'échymoses et autres blessures diverses au moment de sa mort. Bref, la liste des blessures relevées par cet agent faisait littéralement frissonner. Il dira au juré que Jérémie avait une énorme échymose sur le côté de la tête, de la peau manquante au visage, des marques en forme de bande à l'abdomen avec une grosse plaie rouge au bout, mais aussi que ses parties génitales étaient bleues, voire presque noires. Le verdict. 4 sentences seront possibles. Meurtre prémédité, meurtre non prémédité, homicide involontaire et acquittement. Au bout de 2 jours de délibération, le jury n'avait toujours pas décidé du sort de cette jeune femme. Ils vont demander à la juge de leur réexpliquer la définition de meurtre non prémédité. Ensuite, le verdict tombera. Malgré l'absence de préméditation, les 5 femmes et les 7 hommes qui composaient ce jury reconnaîtront Stéphanie Meunier coupable de meurtre au 1er degré. Le crime le plus grave du code criminel. Et donc, par le fait même, la peine la plus sévère. Cette femme cruelle sera condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. D'ailleurs, cette dernière éclatera en sanglots lors de l'annonce de cette décision. En rendant cette sentence, la juge mentionnera que Jérémie avait beaucoup souffert avant de rendre l'âme et qu'il ne méritait pas de mourir. On est d'accord. Lors du prononcé de la peine, la maman de Jérémie viendra lire une lettre qu'elle avait écrite spécialement pour l'occasion, et je vous la lis. Jérémie était un enfant plein de vie, plein de soleil. Curieux et minutieux, il voulait tout savoir, tout comprendre. Il ne demandait pas mieux que d'être bien entouré, être aimé. Bref, vivre tout simplement. Hélas, il croisera quelqu'un pour qui juste le fait de respirer sera trop. Je t'aime fort, Superman. Envole-toi et garde-moi une place à tes côtés. Je ne veux plus jamais être séparé de toi. Ce n'est qu'un au revoir. Bien évidemment, la meurtrière de Jérémie va amener sa cause en appel, mais 3 juges la refuseront unanimement. Elle sera finalement déboutée par le plus haut tribunal de la province, qui confirmera le jugement de première instance, considérant ainsi que la demande de l'appelant n'était pas fondée. 16 ans vont ensuite passer avant qu'on ait des nouvelles de cette marâtre. Derrière les barreaux depuis tout ce temps, elle va maintenant invoquer la clause de la dernière chance dans l'espoir d'être libérée 10 ans plus tôt que prévu. Mais avant de continuer, écoutons tout d'abord un avocat nous expliquer ce qu'est exactement cette clause. Selon le régime légal actuellement, elle ne l'aura pas avant 25 ans, sauf
sauf parce qu'elle rentre dans cette possibilité-là, elle pourrait demander, après 15 ans, à un juge de voir sa libération conditionnelle, son éligibilité baissée à 15 ans. Et là, elle devrait se présenter devant juge et jury, si c'est accepté, pour aller convaincre un jury qu'elle s'est réhabilitée suffisamment pour voir passer son éligibilité de 25 ans à 15 ans. Mais ça, c'est vraiment une exception, puis ça passe par un procès. C'est comme un procès entre une audience devant les libérations conditionnelles et un procès criminel devant un jury, là, le procès original. C'est un hybride entre les deux, et ça se fait sur permission, et après ça, on doit passer devant un jury. Donc, c'est pas mince tâche, là, c'est pas une mince affaire d'obtenir ce genre de privilège-là. Il est intéressant à noter que cette mesure a été abolie en 2011 par les conservateurs de Stephen Harper. Stéphanie Meunier était donc une des dernières meurtrières à pouvoir en bénéficier. Dans les prochains mois, cette meurtrière espère se prévaloir de cette clause de la dernière chance dans l'espoir de convaincre un futur jury de devancer sa date d'admissibilité à la libération conditionnelle. Pourtant, cette femme estimait mériter sa peine actuelle, disant même l'assumer totalement. Alors, pourquoi demander à avoir cette clause de la dernière chance? Elle dira à ce propos: « Si un jour on décide de me laisser sortir à l'avance, je vais être heureuse. Mais sinon, je vais me dire, je vais continuer à apprendre. Plein de gens autour de moi vont m'aider. » Enfin, pour donner plus de poids à cette demande, Stéphanie Meunier mentionnera au commissaire qu'elle n'était pas une personne violente ni un danger pour la société. Ce qui reste à voir. Elle demande donc que le délai préalable à son admissibilité à sa libération conditionnelle soit réduit à 15 ans au lieu de 25. Officiellement, elle devrait être admissible à une libération conditionnelle à partir de 2033, mais elle estime maintenant avoir passé assez de temps derrière les barreaux. Misère. Selon elle, le service correctionnel lui aurait permis de véritablement changer durant ce temps passé en détention. Elle serait donc devenue une meilleure personne. Comme l'a mentionné l'avocat tantôt durant l'extrait, pour en arriver à cette décision à ce propos, Stéphanie devra bien sûr se soumettre à une sérieuse évaluation et son cheminement carcéral sera également passé au peigne fin. Ce sera ensuite le mandat d'un juge de valider les infos qui en sortiront. Il pourra soumettre par la suite son cas devant un jury et Meunier devra ensuite les convaincre qu'elle mérite bien une dernière chance. Et encore, même si elle obtient gain de cause, c'est la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui aura le mot final. Un processus plus que long. Lorsqu'elle débutera ce processus en rencontrant tout d'abord les commissaires, ce sera avec les mains croisées sur la table et une longue tresse lui tombant sur les épaules qu'elle répondra d'une voix posée à leurs questions. Elle leur parlera du fait qu'elle ressentait beaucoup de honte à propos des gestes qu'elle avait posés sur Jérémy. Une des commissaires lui demandera de lui expliquer comment était arrivée cette violence gratuite et répétitive à l'égard de l'enfant, mais aussi comment est-ce qu'on en vient à accumuler de la colère à ce point et surtout de ne pas pouvoir s'arrêter jusqu'à carrément tuer. Meunier expliquera. Ça faisait des années que j'avais de l'accumulation. C'est Jérémy qui en a subi les conséquences. Je suis pas capable de vous dire ce qui m'a amené à ce moment-là. Je n'étais pas responsable de prendre soin de moi, encore moins de mes enfants puis de Jérémy. Je sais que la bonne chose aurait été de les envoyer à des PJ. La commissaire lui dira. Même pas un moment, vous vous êtes dit, ça n'a pas de bon sens, ça doit arrêter? Stéphanie lui répondra. Honnêtement, je me souviens pas de m'être dit ça. J'ai eu un moment, je voulais pas garder Jérémy avec moi. J'ai pas mis ma limite. J'ai gardé Jérémy, puis j'ai continué à le brutaliser. J'ai été violente avec. Je sais pas pourquoi. J'ai pas eu de drapeau rouge. Aujourd'hui, je le sais, j'aurais dû voir ça, mais j'avais pas les outils, j'étais pas capable de prendre soin de moi. Elle essaiera de les persuader qu'elle savait maintenant quoi faire pour ne jamais refaire quelque chose de ce genre, tel qu'éviter les mauvaises fréquentations, ne pas accumuler les émotions et ne pas retomber dans la consommation. En bout de ligne, Stéphanie Meunier se verra accorder toutes les sorties qu'elle demandera, car selon les commissaires, elle présentait un faible risque de récidive.
Du coup, cette meurtrière pouvait dorénavant se retrouver en société au moins 4 ou 5 jours par semaine dans le cadre de ses permissions pour perfectionnement personnel ou bien pour des services qu'elle offrait à la collectivité ou bien encore pour voir ses 4 enfants. Mais bonne nouvelle au moins, les nombreuses sorties dont elle a eu droit dans les dernières années se sont toutes bien déroulées. Une maudite chance. Maintenant, il est enfin temps pour le papa de cette jeune victime de subir son procès. Deuxième procès. Selon ses dires, Francis Bastien, maintenant âgé de 29 ans, dira que sa conjointe et son fils s'entendaient à merveille. Enfin, avant le 1er novembre 2008, lorsque ce couple a pris la décision hâtive d'aller habiter ensemble. Ce serait d'ailleurs pour cette raison exactement qu'il aurait accepté de confier la garde quotidienne de son fils à sa nouvelle conjointe, le temps qu'il était au travail. Il avait également reconnu qu'il corrigeait son fils de temps en temps, en lui administrant la fessée, entre autres. Il avait bien évidemment constaté que son enfant avait des marques ailleurs sur son corps, mais avait décidé de ne pas trop poser de questions. My God! Il avait alors expliqué son comportement par le fait que sa conjointe avait de toute façon toujours des explications au sujet des blessures de Jérémy. Au bout du compte, Francis Bastien va plaider coupable à des accusations réduites de négligence criminelle causant la mort pour avoir confié son fils à Stéphanie Meunier, mais aussi de voies de fait armées et d'une accusation de voies de fait causant des blessures. Avant que le verdict ne soit prononcé, l'accusé, en larmes, dira au juge qu'il ressentait beaucoup de peine et qu'il aurait dû agir autrement à cette époque. Il ajoutera, entre deux sanglots, qu'il n'avait pas eu d'aide à ce moment-là, vu qu'il n'avait pas de famille proche, mais qu'il avait fait de son mieux. Il dit être maintenant prêt à se soumettre à toutes les thérapies qui pourraient lui être bénéfiques, car il reconnaît avoir besoin d'aide. C'est déjà ça. Son avocat dira que son client cheminait bien et surtout qu'il prenait conscience de ses problèmes. Finalement, ce père de famille s'en sortira à très bon compte. Pour avoir sacrifié son enfant afin de vivre sa relation amoureuse avec sa nouvelle conjointe et d'avoir fermé les yeux sur les abus qu'elle lui faisait subir, ce père indigne écopera de seulement 50 mois de prison. Donc, environ 4 ans derrière les barreaux. En prononçant cette sentence bonbon, le juge va souligner que la mort du jeune Jérémy résultait de la négligence et de l'insouciance de l'accusé qui avait abandonné son fils à cette marâtre. Conclusion. Tous les experts qui ont examiné le corps du petit Jérémy ont dit la même chose. Jamais il n'avait vu un enfant battu de la sorte. Ce jeune garçon aura été frappé à répétition et jusqu'à sa mort. Une lente agonie faite par une femme sans cœur qui a même osé mettre la faute sur un de ses propres enfants, mais aussi sur celle de son conjoint. Mais au moins, et encore une fois, la science et la justice ont parlé. Il faut dire que la cote de popularité de cette femme ne volait pas très haut lors de son procès. Elle ne suscitait aucune sympathie dans la salle de cour. Tandis que Francis Bastien, qui cherchait avant tout à avoir une vraie vie de famille, finira plutôt seul au fond d'une cellule de prison. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez mon épisode. N'hésitez pas non plus à aller liker, parler de mon podcast, commenter ou tout simplement m'envoyer un petit message pour me dire si vous avez apprécié mon travail. C'est aussi simple que ça. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Et parlant de petits messages que les gens m'envoient après avoir écouté un de mes épisodes, j'aimerais cette fois remercier 3 autres personnes en particulier qui m'ont envoyé beaucoup d'amour. Il s'agit de Mika, Francis et Julie P. Merci vraiment pour votre soutien et vos bons mots depuis le début de cette belle aventure. Et pour terminer avec mes remerciements, j'aimerais sincèrement remercier mon amie Nancy d'avoir joué le jeu en me prêtant sa voix. C'était parfait.
Comme vous êtes nombreux à m'écrire, j'en ferai dorénavant mention à chaque épisode, question de vous saluer et vous remercier à ma façon. Après tout, sans vous, ce podcast n'existerait tout simplement pas et il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que je dormirais seule encore un moment avant d'emménager avec une nouvelle personne. On ne sait jamais. OK, bye!